fort et de perdurer. Donc il y a à la fin du XIXe siècle, dans les années 1890 jusqu'à la Grande Guerre, vraiment, du point de vue des pouvoirs publics, un investissement en direction d'un développement des études arabes et des études islamiques, avec aussi une dimension d'accompagnement de la réforme, alors éventuellement de la langue arabe, et peut-être plus encore dans ces années-là, de la réforme de l'islam. Donc en fait un projet politique qui n'est pas du tout hostile au réformisme musulman, mais qui au contraire est favorable à un réformisme musulman encadré, contrôlé, surveillé par les autorités françaises. Alors tout ça se casse la figure après la Première Guerre mondiale, parce que la France n'a plus du tout les moyens de cette politique, et socialement, cette politique donc, qui était voulue par les autorités politiques, par la haute administration, et qui n'était pas sans susciter des mécontentements ou des freins localement par les populations européennes locales, là, elle est je ne dis pas qu'elle est abandonnée, mais disons qu'elle n'a plus du tout les moyens d'être poursuivie, et elle est même abandonnée à partir de la fin des années 20. On peut en prendre un exemple qui est concernant l'enseignement de la langue arabe, le fait qu'en fait, à la fin des années 20, y compris dans le milieu des professionnels, des professeurs professionnels, ils acceptent de donner une place beaucoup moins importante à l'arabe dans l'enseignement secondaire, et en particulier que l'arabe, pour lesquels ils avaient obtenu qu'elle puisse compter comme deux langues au baccalauréat, ne compte plus que pour une langue. Donc là, en fait, on a un enseignement qui ne permet plus à un élève qui fait de l'arabe de la 6e à la terminale d'arriver en fait avec un bagage suffisant pour être véritablement un bon arabisant, s'il n'a pas d'autre, disons, formation qu'une formation scolaire. Donc, là, c'est peut-être l'apport scientifique, si l'on peut dire, un apport scientifique de ce travail qui malgré tout reste très difficile à être reçu en Algérie aujourd'hui par l'expérience, puisque donc, le traumatisme en fait, car le traumatisme ou les traumatismes qu'a représenté la période coloniale en France font que ce qui en est resté, c'est l'idée de vraiment une France qui au contraire essaie à tout prix d'éviter le développement d'une culture de langue arabe. La mise en rapport entre langue arabe et danger pour l'impérialisme, pour l'Empire français, ça, avec les années 20, c'est quelque chose de vrai. Il y a un exemple qui est un peu flou, ce qui est l'adaptation, je pense qu'on est dans les années 50. Taha Hussein, donc le grand intellectuel égyptien, qui n'est pas du tout, qui est francophile, qui a fait ses études en France, a aimé le projet de développer un centre culturel arabe à Alger. Et là, les affaires étrangères trouvent ça très bien. Mais sauf que l'intérieur et le gouvernement général d'Alger, c'est hors de question. Là, tout ce qui peut venir de l'Est, et donc tout ce qui est arabe, est considéré comme en fait susceptible de contribuer à la déstabilisation de l'Algérie française. Je reviens à Saïd. Donc, le travail était une façon peut-être de donner de la matière historique pour vérifier ou nuancer les hypothèses de Saïd. Alors, en fait, en disant ça, je trompe un peu, parce que quand j'ai fait le travail, Saïd, j'ai dû le lire dans les années 80, en étant très déçu. Ça m'a pas. Je crois qu'en fait, déjà, le sujet m'intéressait, parce que je n'achetais pas tant de livres que ça, et le livre, je l'ai acheté, mais la lecture, j'en garde, je dois avoir aucun souvenir. Et en réalité, tu as parlé d'école et d'études en sciences sociales, pour moi, la contestation d'un empire colonial qui a une politique culturelle, comment dire cela, tout à fait contestable, la critique que j'ai entendue le plus, qui était peut-être le plus intéressante, c'est celle qui était faite par des chercheurs français dès les années 70. Je pense en particulier à la lecture du Mal de voir, aussi qui est aujourd'hui un élément dans les bibliographies, toujours une référence bibliographique, alors je ne sais plus, c'est 1974, dans lesquelles contribuaient François Pouillon, Fanny Colonna,
avec cette formule du savoir malgré tout, montrant qu'il y avait eu des savants, en particulier je pense à Desparmé qui avait été lu et dont Fanny Colonna rappelait l'intérêt du point de vue de la connaissance anthropologique et donc des usages en Algérie. Desparmé qui était donc qui a été agrégé d'arabe et qui était un très très bon arabisant. Et à travers finalement ces chercheurs français donc engagés, disons, dans une critique tout à fait anticoloniaux et en même temps reconnaissant tout de même un intérêt aux travaux qui avaient été produits à l'époque coloniale, c'est plutôt ça qui a nourri la curiosité et les débuts du travail. Jean-Claude Vatin, donc l'Algérie des anthropologues, et puis le volume qu'il avait aussi publié aux éditions du CNRS. Donc c'était plutôt ces ouvrages-là en fait que j'ai pu lire avec intérêt. Et ce monde de l'école et de l'étude, disons, a continué à produire, puisque en fait, le travail a été accompagné beaucoup par la réalisation, sous l'égide de Lissel Vanassi et de François Pouillon, d'un dictionnaire des orientalistes, donc là beaucoup plus large que le simple orientalisme des arabisants, hein, et qui en fait est sans doute aussi, qui a joué aussi un rôle dans cette méthode qui n'était peut-être pas vraiment une, mais dans l'importance donnée à la biographie, hein, puisque donc c'était un dictionnaire biographique, et l'idée de Lissel Vanassi et de François Pouillon, alors je ne sais pas si, en tout cas ce qui s'est dégagé aussi des premières séances de travail, c'est qu'à travers l'échelle des biographies, on observait des tas d'éléments qu'on pouvait difficilement observer sinon, et en particulier donc la constitution de réseaux. Alors, une approche biographique, ça ne voulait pas dire écarter les approches de type institutionnel, hein, puisque j'ai quand même aussi pas mal utilisé des archives publiques, et en particulier un petit peu les archives des langues orientales conservées à Paris, et puis ce que j'ai pu trouver sur les différentes institutions savantes dans lesquelles on travaillait les orientalistes. Mais malgré tout, quand j'ai pu accéder à des archives privées ou aux dossiers de carrière qui, en fait, au XIXe siècle, contiennent beaucoup d'éléments concernant la vie privée, hein, puisqu'il y a vraiment des inspections. En fait, comme le fonctionnaire n'a pas accès à son dossier, contrairement à aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses dans les dossiers. Et donc, c'était souvent très intéressant. Ça dépend, comme toujours, hein, des observateurs, mais je pense en particulier à William Marseille, donc, qui a été inspecteur des médersas, et donc qui avait en fait un talent d'observation psychologique et en même temps politique. Donc toutes ces annotations étaient souvent très, très intéressantes pour l'historien. Quelques entretiens aussi pour les périodes les plus récentes, donc, ou en tout cas la possibilité de rencontrer des descendants de professeurs qui pouvaient en fait donner des indications que je n'aurais pas pu avoir autrement. Donc l'idée de partir de ces biographies, de faire une sorte de biographie collective, de reconstituer des réseaux savants, mais aussi des réseaux éventuellement religieux et des réseaux politiques. Hein. Et donc là, ça permettait de voir que ce monde des orientalistes n'était pas un monde tout à fait unifié, qu'il y avait eu des clivages, qu'il y avait eu des enjeux politiques. Alors, par exemple, pour le XIXe siècle, tout l'enjeu autour de la langue et de la politique linguistique à mener en Algérie, entre les années 1840 et 1870, deux écoles qui ne sont pas du tout pour la... Il n'est pas question là de la francisation massive et générale, mais plutôt de la politique arabe à mener. Hein. Fallait-il en fait, disons, rester fidèle à une langue classique et s'inspirer plutôt des travaux et disons de la langue en train d'émerger dans le Moyen-Orient avec la Nahda, hein, donc la position des entre guillemets traditionnalistes, de savants souvent ayant une culture religieuse forte, chrétienne, hein, et donc sensible à l'importance en fait de la lettre, de la qualité linguistique et donc de la tradition,
Et donc là, des individus donc, héritiers de Sylvestre de Sacy, donc c'est Brégnier, on pourrait montrer une image, mais pas de lui, mais des types de travaux qu'il a pu faire, hein, puisqu'il s'intéressait à la calligraphie, et il a constitué un recueil de sceaux. Hein. Ça c'est intéressant parce que ça montre que dans ces années 1840-50, en fait, les militaires ont quand même un intérêt pour la langue arabe et se font réaliser des sceaux en langue arabe avec des devises qui leur sont propres. Hein. Ça, c'est la première page de ce recueil de sceaux, donc une page enluminée, réalisée par Brégnier, qui en a fait donc, la collection, qui est conservée à la Bibliothèque des langues orientales, à la BULAC plutôt actuellement, à Paris. Donc là, on a ce type d'orientalistes qui sont vraiment très en phase avec les élites savantes maghrébines, hein, et qui aiment l'arabe parce que cela a de beau, d'ancien, et qui en fait s'intéressent à la langue classique et pas au parler. Et puis il y a l'autre école moderniste qui considère en fait c'est une langue d'élite. L'autre école sont plutôt du côté des héritiers de la Révolution française, des républicains, considérant que cette langue-là ancienne, elle n'est pas du tout apte à une modernité, en particulier à un enseignement beaucoup plus généralisé, à une démocratisation, et qui, eux, promeuvent en fait un nouveau type d'arabe, un arabe médian, mais en fait qui est un peu fabriqué, et qui en réalité, et qui ne s'imposera pas, qui ont, les modernistes en fait ont les appuis des autorités politiques sous le Second Empire, hein, et même d'ailleurs à la fin de l'anarchie de Juillet, puisque le journal officiel publié donc, en langue arabe de Mubashir est publié dans cette langue moderne, mais après 70, tout ça en fait est abandonné, et semble-t-il, justement à cause d'un contexte de conquête violente, ça ne prend pas en fait les collaborateurs il y a quelques collaborateurs bien sûr algériens du Mubashir, mais il n'y a pas un lectorat en fait pour adhérer, disons, à cette nouvelle langue. J'ai dit en fait que la France n'avait pas eu une politique de promotion à tout craint de la langue française. Cela dit, à la fin du XIXe siècle, y compris chez des arabisants qui ont un goût pour la langue arabe, ce qui devient quand même la représentation dominante, c'est que il faut promouvoir la connaissance de la langue arabe dans les populations européennes, en particulier dans les catégories, disons, intermédiaires, hein, donc dans les écoles primaires supérieures, et puis pour les établissements secondaires, donc dans ceux qui vont accéder à des postes de commandement, hein, ou être en fait en situation d'être à l'articulation des sociétés indigènes et des populations européennes, et de l'administration, et du pouvoir, disons, et du pouvoir français. Donc là, il faut promouvoir la langue arabe, mais en fait, pour maintenir l'ordre social, hein, pour éviter que ça éclate, que ça explose, et à titre temporaire, hein, puisque donc à la fin du XIXe siècle, tout de même, l'idée dominante, c'est tout de même l'idée que l'arabe est en fait une langue justement dont à terme on conservera le souvenir et la culture dans des élites, comme le latin, sur le modèle du latin, mais qu'à terme, après cette phase où il faut quand même qu'il y ait des arabisants pour que les choses ne débordent pas, à terme c'est le français plus adapté, les caractères latins, plus adaptés à la modernité et à un enseignement, à une démocratisation, ce sont eux qui à terme s'imposeront. Donc l'idée de la francisation, elle est quand même très présente, y compris dans des milieux qui sont arabisants et qui peuvent être arabophiles et islamophiles. Donc,